Oui, nous, chez nous, c'est deux. Les enfants. Oui. Pour faire les choses en uniforme, c'est mon petit document de cessation des droits. Ah, mais donc c'est juste pour Marlène. C'est juste pour Marlène, oui. Et après, Marlène, si vous vous dites après, je préfère finalement pas, on déchire. Ça, au moins, on a quelque chose. Ça, c'est vous qui nous direz ce qu'il en est. Hein. Tu peux me tutoyer, mais c'est la panoplie d'obligation. Oui, il fait du bruit, mais donc ne t'inquiète pas, c'est normal. Le mien, quand il fonctionne maintenant, j'ai plus de batterie. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai appris qu'on pouvait changer la batterie. Alors qu'avant, on m'avait dit qu'on pouvait. 245 € quand je rentre. Ouais. Mais il y a des modèles apparemment qui ont ce problème-là. Elle tient la charge 40 minutes. Ouais, c'est ça. Non, c'est notre collègue. Oui, oui, je me rappelle. Je vois bien là. Il y a beaucoup de notions depuis le Covid. En fait. C'est là? Oui. Émilie aussi? Oui. Les officiers là, tout le monde, on a pas besoin de micro. Je parle pas du tout. Bonsoir tout le monde. Euh,
Je m'appelle Sarah Sepulcre, je suis l'une des organisatrices de cette conférence, avec notamment Geoffroy Patriarche et une collègue qui n'a pas pu être là parce qu'elle est tombée malade cette nuit, Sandrine Roginski, je la cite quand même, comme ça vous savez. Mon job aujourd'hui, il est très simple, ça va être de vous présenter la conférence, les deux intervenantes, et puis après je m'assieds et comme vous je profite. Donc voilà, c'est parfait, j'adore ce rôle. Et donc, je voulais d'abord souligner que c'est vraiment un plaisir de recevoir et d'écouter aujourd'hui Marlène Coulon-Gully. On ne parle pas beaucoup de plaisir ou d'émotion. Est-ce que ce ne serait pas parce qu'on est dans une conférence sur les femmes et que c'est une femme qui parle ? Eh bien non. Parce que je pense qu'il y a des chercheurs et des chercheuses qu'on va écouter et pour lesquels on a beaucoup d'intérêt scientifiquement parlant. Et puis il y a certains chercheurs, chercheuses, certaines recherches pour lesquelles on a ça, l'intérêt scientifique, mais en plus le plaisir d'écouter l'oratrice. Et c'est le cas d'aujourd'hui, c'est le cas de Marlène, vous allez vite le constater, c'est un véritable plaisir de l'écouter. Et je trouve que le plaisir, il est intellectuel. Ouais, elle n'aime pas les éloges, mais je le fais quand même. Oui, je sais, je te fous la pression. Alors, vous allez voir, le plaisir, il est intellectuel parce que généralement, comme ça lui laisse une porte de sortie si jamais, généralement, il y a du contenu dans ces conférences. Mais c'est aussi, je pense, aujourd'hui un plaisir militant et politique que d'écouter une conférence sur la voix des femmes sur la place publique, dans le débat public, en pleine campagne électorale. Je pense qu'il y a un vrai plaisir aussi politique à écouter Marlène ce soir. Alors je vais vous dire 2-3 modèles quand même. Marlène est professeure émérite de communication de l'Université Toulouse Jean Jaurès. Elle a largement contribué au développement des enseignements et des recherches qui croisent les cycles, les sciences de l'information et de la communication et les études de genre, notamment au sein du LERAS, son laboratoire d'études à l'Université Toulouse Jean Jaurès, dans lequel elle a fondé l'axe genre. Mais elle a aussi participé et coordonné des recherches qui sont des recherches dont on dit parfois que c'est du service à la société, c'est-à-dire pas des recherches directement au sein des universités. Elle a plusieurs fois coordonné et participé au Global Media Monitoring Project, qui est une recherche tous les 5 ans sur la place des femmes dans les médias, et c'est une recherche mondiale. Elle a aussi participé et été nommée au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle a également participé aux travaux du Conseil supérieur de l'audiovisuel, puisqu'il y a en France l'équivalent de notre CSA belge, pour le dire vite. Mais vous connaissez aussi certainement Marlène pour ses monographies. Présidente Le Grand Défi, moi c'est comme ça que je l'ai rencontrée. 8 femmes sur un plateau, journalisme, sexisme et politique en 2016. Femmes en politique, en finir avec les seconds rôles en 2016 aussi. Et celui qui nous rassemble aujourd'hui, sexisme sur la voie publique, femmes, éloquence et politique. Je voulais l'amener pour vous le montrer et lui faire dédicacer, mais je l'ai oublié. Mais je sais que Émilie l'a apporté, donc voilà. Alors Marlène, merci infiniment de nous rejoindre aujourd'hui, d'avoir accepté cette proposition de conférence, et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus. J'en profite pour directement présenter Émilie Hoyos, comme ça c'est fait, moi j'ai plus qu'à profiter, vous voyez, la feignante de l'histoire. On s'était dit que ça pourrait être intéressant, sympa d'avoir une mise en conversation. Et on a proposé cette mise en conversation à Émilie Hoyos. Et je peux vous dire que pour avoir déjà assisté à une discussion préliminaire entre les deux, c'était déjà super. Donc là aussi, pression, voilà, tout va bien. Émilie Hoyos, j'imagine que vous la connaissez, puisque c'est une tête, mais aussi une voix, puisqu'on parle de voix aujourd'hui, publique connue en Belgique. Elle a commencé sa carrière à Profondeville, dans le Namurois, un petit peu de cocorico local, au sein du Parti écolo, dont elle a été la coprésidente de 2012 à 2015. Elle a également été députée du Parlement wallon et de la Fédération du Parlement de la Communauté française, et elle a présidé le Parlement wallon. Et pourquoi je souligne présider le Parlement wallon, c'est parce qu'en fait, à ce jour, si je ne me trompe, tu es encore la seule femme à avoir présidé cette institution belge. Elle a quitté la politique en 2015, mais pas tout à fait la chose publique au sens large, puisque maintenant elle travaille pour un bureau de conseil stratégique qui s'appelle Acanto. Je fais un peu de pub, comme ça, voilà. Et elle est également professeure invitée à l'UC Louvain sur le site Montois, où elle donne, avec Sandrine Roginski, un cours justement axé sur la communication publique et politique. Alors évidemment, c'est sa position particulière qui nous a donné envie de la mettre en conversation avec Marlène.
fine connaisseuse du monde politique, du milieu politique, de la communication publique, à la fois par son parcours au sein des instances politiques, mais aussi par son retrait actuel qui fait qu'elle a une certaine distance. Et donc ce dedans-dehors nous intéressait. Puis évidemment, elle va aussi apporter un regard belge sur les discussions, les éléments que Marlène va apporter avec son point de vue français. Voilà. Je voulais simplement aussi vous dire que donc cette conférence est aussi une organisation des professeurs, chercheurs, chercheuses en communication du CELOVIN au sens large du CELOVIN, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est 3 sites, on est 3 co-organisatrices, chacun d'un site, donc c'est bien fait. Et je remercie d'ailleurs Sandrine qui n'est pas là et Geoffroy pour l'organisation concrète de la conférence et le site de Saint-Louis pour nous recevoir et pour l'aide apportée. Juste avant de me taire, je dois encore vous dire une chose, la partie conférence va être enregistrée, comme ça on pourra en garder trace. Et donc enfin, si vous comptiez vous lever pour dire des blagues, c'était peut-être pas le bon moment. Et ensuite, la discussion ne le sera pas. Donc, vous serez libre, nos intervenants seront libres de dire tout ce que vous voulez sur qui vous voulez, en faisant évidemment bien attention aux règles de bienséance, de bienveillance, d'intelligence collective. Mais ça, on sera attentif à cela. Voilà, c'est le moment de me taire et de vous laisser vous aussi profiter de cette soirée. Marlène, Émilie, encore un grand merci. Et je te laisse le micro, Marlène, pour qu'on entende ta voix. Dur, hein. Difficile de prendre la parole après cette introduction, c'est terrible. Non, mais je blague pas, à peine. Bon, moi je suis très contente d'être là. Donc j'ai donné des cours là pendant la semaine à l'université de Louvain-la-Neuve. C'était très sympathique. Donc il y avait un petit groupe d'étudiants avec qui on a échangé sur les questions de communication, de genre, de médias, de genre, etc. Donc on a passé un très très bon moment. J'ai beaucoup apprécié aussi le cadre de cette université. Je suis allée me promener à Leuven. Voilà, j'ai vu un tas de choses et je suis absolument ravie. J'ai l'impression d'avoir eu une bouffée d'air absolument formidable et cette espèce de bouffée d'air se poursuit ce soir avec ce moment de discussion qui m'a été proposé. Merci. Alors je ne redis pas le nom de toutes les personnes qui vont contribuer à cette soirée, mais vraiment du fond du cœur, merci pour cette invitation. Alors comme l'a dit Sarah, je vais d'abord assez brièvement, on a dit une petite trentaine de minutes, essayer de vous raconter un certain nombre d'éléments qui figurent dans ma recherche. Bon, c'est très synthétique, mais bon, ça donnera déjà un certain nombre d'idées, on pourra y revenir après. Et puis ensuite, avec Émilie, on essaiera de discuter, de voir comment ça fonctionne en Belgique, en France, etc. etc. Bon, n'hésitez pas non plus à m'arrêter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Là, je continue, c'est ça ? Ah oui. Non, c'est pas ça. Voilà, mon PowerPoint est derrière. Voulez-vous enregistrer présentation 3 ? Non. Non, j'annule, mais c'est toujours pas éteint. Donc j'enregistre. Téléchargement en attente. Geoffroy, je pense que c'est les affres de la fusion, puisque maintenant on me demande d'enregistrer dans du OneDrive UCL et j'ai toujours pas toutes les clés pour le faire. Du OneDrive voilà. UCL. Oui, tout à fait. Donc je suppose que là on peut y aller du coup. Là, il voit tout. Attends, on va aller peut-être. Si je fais le mode présentateur, est-ce que c'est bien ça. On avait testé juste avant. Ça a l'air bon. Donc voilà. Alors vous avez vu, j'ai vu, c'était la semaine dernière, j'ai vu une petite retransmission d'un film de Hitchcock qui s'appelle Correspondant 17 ou quelque chose, Foreign Correspondent. Bon voilà, je regarde ça en noir et blanc sur Arte le soir. Vous savez tout de mes folles soirées. Et à un moment donné, pendant le film, il y a un certain nombre, voilà, il y a une soirée un petit peu mondaine, des gens qui prennent la parole et tout à coup arrive une
une femme parmi ces orateurs. Et puis, une des personnes qui est dans la salle glisse à l'oreille du héros, du principal protagoniste. Non, franchement, hein, les discours, c'est déjà très ennuyeux. Mais alors, si en plus, c'est une femme qui prend la parole, c'est franchement très rasoir. Donc voilà, là, ça va. J'ai évidemment retenu la formulation et je me suis dit... Voilà, l'imaginaire public est dur avec la parole des femmes. Moyennant quoi, la prise de parole de la femme en question était extrêmement tonique et je pense que Hitchcock a à la fois énoncé le principe « la parole des femmes, c'est ennuyeux » et il l'a inversé dans la suite du propos. Donc il y a un truc à faire là-dessus. Bien, alors, premier point, est-ce que vous connaissez la fiction Baron Noir ? Fiction de Canal+, qui a eu un énorme succès en France, et c'est probablement la fiction qui m'a donné le déclic pour commencer ce travail. Alors, je le portais en moi depuis très longtemps, hein, voilà. Mais ça a été le déclic qui m'a permis non pas de prendre la plume, mais de me mettre devant mon ordinateur et me dire, bon, là, ça y est, on y va. Alors, je vous passe sur les détails de la fiction. C'est une fiction longue, il y a plusieurs saisons, etc. Mais dans la dernière saison, c'est une femme qui est présidente de la République. Bon, scénario de pure fiction en France, puisqu'on n'en est jamais arrivé là. Les mauvaises langues diront, c'est pas pour tout de suite, de toute façon. Et cette présidente est incarnée par l'actrice, est-ce que vous connaissez Anna Mouglalis ? Alors, est-ce qu'on va pouvoir l'entendre ? Oui. Mes chers compatriotes, la situation est grave. Les urgences climatiques et sociales n'ont jamais été aussi présentes dans notre société. Je prends conscience qu'en 2027, il sera certainement trop tard. Trop tard pour l'école, pour la santé, pour toutes les femmes victimes de violences et pour tous nos concitoyens qui vivent dans la grande précarité et se sont abandonnés. Je m'arrête là. Alors, en fait, ce n'est pas un extrait de la fiction, hein, mais il se trouve qu'Anna Mouglalis s'est engagée aux côtés de Christiane Taubira lors de sa candidature éclair. Mais voilà, vous avez entendu la voix d'Anna Mouglalis. Qu'est-ce qu'on peut en dire tout de suite ? Phénoménalement grave. Elle fait bugger tous les logiciels de reconnaissance vocale, hein, puisque j'ai travaillé avec un groupe de collègues justement qui essayent de classifier les voix en fonction de différents critères, graves, aigus, etc. Et la voix d'Anna Mouglalis, bon, c'est pas possible. Et elle raconte d'ailleurs que pendant ses études au conservatoire, ses enseignants lui avaient conseillé de se faire opérer des cordes vocales pour que sa voix soit plus en phase avec les attendus de la féminité, ce qu'elle n'a jamais fait, évidemment, et heureusement. Et donc, je m'étais demandé si on avait choisi Anna Mouglalis pour incarner ce personnage de présidence de la République à cause de sa voix ou en dépit de sa voix. Parce que finalement, être une femme sans en avoir la voix, être une femme sans en être une, ça me paraissait tout à fait révélateur de ces espèces d'injonctions contradictoires qui très souvent pèsent sur les femmes de pouvoir. Voilà, donc je trouve que c'est assez emblématique de ces problématiques-là. Et je vous encourage, si vous avez l'occasion de regarder la série, c'est bien fait. Non, c'est pas ça, on l'a entendu. Voilà, et je voudrais tout d'abord tordre le cou à un lieu commun selon lequel les femmes seraient des bavardes impénitentes, des moulins à parole, d'intarissables roitelets face à des hommes dont la parole serait rare, contenue, maîtrisée. Donc, bavardes, les femmes, eh bien, le problème, c'est qu'il y a effectivement toute une tradition de culture populaire, hein, des dictons, des proverbes qui nous racontent cette histoire. En revanche, ce que montrent les travaux scientifiques, c'est rigoureusement l'inverse. Tous les travaux scientifiques nous montrent que les femmes parlent moins que les hommes, que ce soit dans le cercle privé ou que ce soit au niveau de la parole publique. Alors, s'interrogeant sur ce hiatus entre les croyances populaires, l'imaginaire collectif et la réalité des faits, la chercheuse Corinne Monet avance une explication. Elle dit que si les femmes sont perçues comme bavardes, c'est peut-être parce que leur parole n'est pas évaluée à l'aune de celle des hommes,
mais à l'aune du silence qu'on attend d'elle. Évidemment, à l'aune du silence, toute femme qui parle est bavarde. Et c'est cette même appréhension qui expliquerait qu'une femme qui parle autant qu'un homme est perçue comme plus bavarde qu'un homme, un double standard qu'on retrouve très souvent dans les travaux sur le genre. Donc, les femmes, non, ne sont pas plus bavardes que les hommes. Au contraire, elles parlent peu, elles parlent moins. Voilà. Donc, bilan des courses, la parole et son corollaire, le silence, jouent un rôle central dans la définition des rapports de sexe. Alors, l'évolution des choses nous ont fait entendre les termes de manterrupting et de mansplaining. Manterrupting, quand un homme coupe la parole à une femme parce qu'elle est une femme. Mansplaining, quand un homme va venir vous expliquer la vie sur des problèmes dont vous êtes vous-même spécialiste. Donc ces deux termes qui se sont récemment imposés dans les discussions et dans l'espace public témoignent justement de la prise de conscience du rôle de la parole dans la définition et dans les rapports de sexe. La parole est un marqueur sexué dont on a récemment pris conscience. C'est ce que nous permettent de découvrir l'usage aujourd'hui des termes de mansplaining et manterrupting. Alors, contrairement aux apparences, c'est pas facile sur un plan scientifique de repérer quand il y a manterrupting. En fait, il y a des tas de raisons pour lesquelles une femme se fait couper la parole, y compris par un homme. Alors, essayer de repérer précisément le fait que c'est parce qu'elle est une femme qu'elle se fait couper la parole et pas pour une autre raison, ça n'est pas simple. Donc ça demande des corpus qui sont élevés, ça demande des modalités d'appréhension qui sont très fines, donc il n'y a pas énormément d'études là-dessus. En revanche, on a intuitivement très souvent le sentiment que ça nous arrive, hein, mais ça c'est autre chose. Et il y a néanmoins un petit événement qu'on prend souvent en exemple, c'est celui des primaires à la présidentielle française, bien sûr, de 2017. C'est la dernière présidentielle où il y a eu des primaires, ça a été tellement catastrophique qu'après il n'y en a plus. Bon, 2017, dernière primaire à la présidentielle française. Du côté de la droite, on a 7 candidats. 6 candidats d'hommes et une candidate femme, Nathalie Kosciusko-Morizet. On dit d'ailleurs qu'elle a été un peu poussée pour qu'il n'y ait pas 7 candidats hommes. Donc Nathalie Kosciusko-Morizet participe à cette primaire et elle est coupée 3 fois plus que ses homologues masculins. À gauche, du côté de ce qu'on appelait la belle alliance populaire, Sylvia Pinel, seule femme candidate parmi 7 candidats, a aussi beaucoup de mal à s'imposer par la parole, dans un moment où la parole est pourtant extraordinairement chronométrée et balisée. Mais voilà, donc à la fin, elles avaient des retards de parole et elles ont parlé, mais elles ont été coupées bien davantage que les hommes. Donc la parole joue évidemment un rôle central dans la définition des rapports de sexe, et les espaces de parole sont l'expression des rapports de pouvoir. Ça, c'est quelque chose de très important. Et en discutant avec notamment des femmes politiques ou des femmes qui évoluent dans des milieux qui sont très souvent masculins, cette perception de la parole comme étant l'expression de rapports de pouvoir revient en permanence. Tu nous diras ce que tu ressens là-dessus. Alors, un épisode, est-ce qu'il a traversé la frontière? Je ne sais pas. Dernière campagne présidentielle, le parti Les Républicains est représenté par une femme, Valérie Pécresse. Donc ça a été compliqué, et son premier grand meeting a lieu au Zénith le 13 février 2022. Ce grand meeting devait lancer sa campagne présidentielle. Donc elle arrive, elle monte à l'estrade, et elle prend la parole. On va juste écouter un petit bout. Mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et de l'étranger, enfin, nous voici tous réunis. Vous m'avez manqué!
Merci, merci à la magnifique équipe de France qui m'accompagne. Bravo à elle. Merci à chacune et chacun d'entre vous de me donner votre énergie. Vous êtes toujours là. Votre affection me porte. C'est un privilège d'être votre candidat, de porter vos couleurs, même si, désormais, c'est au peuple de France que je dois me donner. Bon, on est gêné à l'écouter. Qu'est-ce qui fait qu'on se sent mal à l'entendre? Oui. Elle reprend des codes de rhétorique qui sont masculines. Ah bon, d'accord, que je ne connais pas. Mais oui, alors, et ça se traduit comment? Pourquoi est-ce qu'on ressent ce mal-être à l'entendre? Alors, le public ne réagit pas. Donc, elle prononce son discours, elle fait des pauses, ce qu'on appelle des clap-traps. Normalement, pendant ces pauses, la salle en délire doit se mettre à applaudir et à l'ovationner, et ça ne vient pas. Et du coup, ça souligne bien sûr l'artificialité du procédé. Il y a aussi ces répétitions extrêmement, très codées. Enfin, et puis rien. Et puis une espèce d'emphase, même si désormais c'est au peuple de France que je me dois. Enfin, moi, j'avais l'impression d'entendre Pétain faire don de sa personne aux Français. Enfin, mais c'est vrai que quand on a envie de se cacher, et bon, alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi? Non, je ne sais pas. Excusez-le. On va faire comme si de rien n'était. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très étonnant parce que Valérie Pécresse est probablement une des femmes politiques françaises qui est le plus consciente du rôle de la parole dans le leadership politique. C'est une des femmes politiques françaises qui a le plus écrit sur ces questions-là, qui a le plus donné d'interviews sur la difficulté pour une femme de s'imposer à un public large et notamment à un public masculin. Je vous rappelle quand même qu'elle était présidente du Conseil régional d'Île-de-France, hein, donc c'est pas une oie blanche, c'est pas une perdrix de l'année. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour qu'elle se plante à ce point dans ce discours? Eh bien, probablement ce qui se passe pour beaucoup de femmes, c'est-à-dire qu'elle ressent une telle insécurité qu'elle met de côté toute son expérience, toute sa connaissance de la situation, et elle s'en remet à des tiers qu'elle estime plus capables qu'elle de lui donner les clés. Alors ces tiers, c'était qui? C'était Benoît Solès, donc acteur de la Comédie Française, proche des Républicains, et Maître Spinner. Donc 2 hommes qui sont partis, effectivement, comme vous le disiez, sur des codes classiques de la rhétorique politique, donc code masculin. Alors ça a été terrible, sur les réseaux sociaux, dans les médias, tout le monde a dit c'est le Titanic, naufrage absolu, Valérie Pécresse, la campagne est maintenant terminée. Et de fait, elle n'a pas réussi à se relever. Alors ça ne tient probablement pas seulement à ça, c'est parce qu'il n'y avait probablement pas de consensus au niveau de son parti et pas de soutien suffisant, mais enfin, ça a vraiment été un moment à la fois révélateur et d'effondrement de sa campagne. Mes chers compatriotes. Oui. Bon. Donc, voilà. Donc, la parole a été construite au fil des siècles pour exclure les femmes, et parallèlement, elle a été construite comme un lieu d'épanouissement du masculin. Alors, ça ne veut pas dire que tous les hommes se sentent très à l'aise quand ils doivent prendre la parole, pas du tout. Ça ne veut pas dire non plus que toutes les femmes sont effondrées quand elles doivent prendre la parole, pas non plus. Mais enfin, la dissymétrie est structurante dans les rapports de parole et dans les espaces de parole. Donc, on ne vient pas, en tant qu'homme ou en tant que femme, de la même façon lorsqu'il s'agit de prendre la parole. Et ça me paraît quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, les femmes, on leur a intimé le silence depuis très longtemps. Et c'est juste un petit zoom sur la silenciation des femmes que je voudrais faire maintenant.
Donc là, vous avez un casque de silenciation qui a été notamment très répandu au Moyen-Âge. Alors, dans l'Antiquité grecque et latine, bon, vous avez peut-être à l'esprit des auteurs comme Homère. Rappelez-vous quand Ulysse vogue au loin et que Pénélope refait sans cesse sa broderie, à un moment donné, Télémaque, le fils d'Ulysse et de Pénélope, dit à sa mère « Tais-toi. Discourir est l'affaire des hommes et c'est moi qui prends la parole dans cette maison. » Et Mary Bird, qui est une historienne spécialiste de l'Antiquité, nous dit c'est peut-être à ce moment-là que ce petit morveux de Télémaque a contribué à clouer le bec des femmes pendant des millénaires. Peut-être. Mais Homère n'était pas le seul. Rappelez-vous Io, hein, la déesse Io, changée en vache et réduite à de pitoyables meuglements. Rappelez-vous Écho. Écho, transformée elle aussi par Jupiter, est condamnée à ne plus pouvoir répéter que la parole des autres. Rappelez-vous Philomèle violée et qui se voit arracher la langue par son violeur. Rappelez-vous Aristophane, qui moque les femmes quand elles prennent la parole parce qu'elles jacassent et qu'elles ne sont jamais dans le bon registre de langage. Donc l'Antiquité regorge, les textes antiques regorgent de ces anecdotes qui consistent à nous dire non, franchement non. C'est pas possible. Des femmes qui parlent, c'est pas possible. Après l'Antiquité, ça continue. Les religions, toutes les religions, se sont efforcées d'exclure les femmes de la parole. Rappelez-vous l'apôtre Paul, que les femmes se taisent dans les assemblées. Mais ce n'est pas le seul. Il y en a beaucoup d'autres. Peu importe d'ailleurs que Marie-Madeleine, immense oratrice, ait converti tout le sud de la France. Ça, on l'oublie. En revanche, que les femmes se taisent dans les assemblées, ça s'est passé effectivement dans les usages. Les codes de la bienséance bourgeoise prennent le relais. Dans la bourgeoisie, une femme bien, c'est une femme qui se tait et qui sourit. Prendre la parole, c'est la ramener, c'est se donner en spectacle et c'est finalement signer son appartenance de classe. Donc les codes de la bourgeoisie intiment aussi aux femmes de ne pas prendre la parole. Je ne sais pas si vous avez lu Ce que parler veut dire de Bourdieu. Il fait des analyses extrêmement intéressantes là-dessus lorsqu'il dit que rire à gorge déployée, l'ouvrir, la ramener, effectivement, c'est quelque chose qui est rigoureusement interdit aux femmes, à la fois parce qu'elles sont femmes et parce que ça signe une appartenance populaire. L'éducation, l'école, a pendant très longtemps fait perdurer ces stéréotypes de discours, c'est-à-dire qu'on engageait les filles à se taire et les garçons à prendre la parole. Et j'ai lu un truc invraisemblable. Au moment du Covid, vous savez que les concours d'entrée aux grandes écoles, les oraux des concours d'entrée aux grandes écoles ont dû être supprimés, bon, justement, à cause du Covid. Eh bien, figurez-vous que le concours d'entrée à l'école normale supérieure section lettres a vu bondir la part des filles de 53 à 67%. Pas d'oral, la part des filles augmente. Donc, comme quoi, les épreuves orales restent éminemment discriminantes, beaucoup plus discriminantes pour les filles que pour les garçons. C'est hallucinant. Donc voilà, les femmes sont marginalisées de la parole et parallèlement, les hommes s'identifient, le masculin s'identifie à la capacité à parler. Tu m'arrêtes quand mon temps est écoulé. Donc, vir, bonus, dicendi, peritus, écrit Caton l'Ancien, qui est un foutu misogyne, mais enfin bon, peu importe. Donc, Caton l'Ancien nous dit vir. Bonus, dicendi, peritus, l'homme de bien est habile à parler. Il ne dit pas homo bonus, dicendi, peritus, il dit vir. C'est bien le mec, celui qui en a, qui doit être capable de parler. Ce n'est pas l'humain, ce n'est pas l'homme en général. Donc la parole, c'est vraiment ce qui permet d'identifier l'homme et le pouvoir au masculin. Les modèles d'art oratoire sont tous des hommes. Quand on vous parle d'art oratoire, je vais finir par me casser la figure, ça c'est sûr, mais bon, pour l'instant ça va. Quand on parle d'éloquence, quand on parle d'orateur, qu'est-ce qui nous vient à l'esprit ?
Oh non, alors là, tu me casses la baraque, pas du tout. Dans les modèles d'art oratoire, rappelez-vous à l'école, qui est-ce qu'on citait? Alors, De Gaulle, ou si on va dans l'Antiquité, les grands modèles, Platon, Démosthène, Quintilien, Cicéron, voilà, tous les grands modèles sont masculins. Des filles, il n'y en a pas. Et pourtant, il y avait de très grandes oratrices dont se réclamaient ces mêmes Démosthène, Quintilien, Cicéron, etc. Mais celles-là, on les a oubliées. Donc, tous nos grands modèles d'art oratoire sont masculins. Les lieux de l'éloquence, évidemment, sont des lieux où les hommes se déploient. L'armée, avec la prise de parole des généraux d'armée, bien sûr. L'université, dont les femmes ont été exclues jusqu'à il y a peu de temps. La chaire, l'église, dont les femmes ont été exclues, vous le savez aussi. Donc tous les lieux, et puis bien sûr le prétoire, où les femmes sont entrées très récemment elles aussi. Donc tous les lieux où peut se travailler une forme d'art oratoire ont très longtemps été des lieux interdits aux femmes. Et aujourd'hui encore, si vous tapez art oratoire sur Internet, top 10 de l'art oratoire, moi j'ai été soufflée, il n'y a pas de femmes. On a Steve Jobs, Obama, qui est-ce qu'il y a encore? Bon, si on remonte un peu dans le temps, Mirabeau, effectivement, De Gaulle, etc. Pas de femmes. Et pourtant, on garde quand même un peu la mémoire des femmes qui ont été de grandes oratrices. Rappelez-vous la passionnariat Dolores Ibárruri. Très grande femme politique qui captivait les foules par son verbe. Rappelez-vous Alexandra Kollontai, elle aussi, surnommée Jaurès en jupon, hein, parce que le modèle, effectivement, il faut que ce soit un homme. Donc on a eu des femmes qui étaient de grandes oratrices, et pourtant, on n'en trouve pas trace, en tout cas, dans ces récits-là. Donc on a purement et simplement oublié les femmes. Alors, du coup, il n'y a pas de role model, comme disent les anglo-saxons. Et on comprend la pauvre Valérie Pécresse, hein, qui allait chercher les maîtres Spinner et Benoît Solès pour essayer de faire quelque chose qui tienne la route. Évidemment, il n'y avait personne à qui s'identifier. Donc, la prise de parole reste une épreuve sexualisée. Femmes et hommes n'y arrivent pas dans les mêmes conditions. Et je voulais juste rappeler 2 études qui ont été faites par des collègues universitaires. L'une d'entre elles, c'est Caroline Olivier-Yaniv, je ne sais pas si tu la connais, donc qui était à Paris 13, et qui a travaillé sur le gouvernement Jospin, 97. Donc, c'est l'époque où on parlait beaucoup de parité. Du coup, il y avait beaucoup d'études ont commencé d'être faites à ce moment-là. Donc, elle circule avec son équipe, elle obtient l'autorisation, elle circule dans les ministères de Jospin. Elle voulait voir s'il y avait une différence dans les équipes des femmes secrétaires d'État ou ministres, une façon différente d'appréhender l'action politique concrète, etc. Et elle tombe sur quoi ? Et bien sûr, justement, cette question de l'insécurité orale ressentie par les femmes politiques et par le fait que ces femmes proposaient une hyper-préparation à toute leur prise de parole orale. Et ça, elle ne le voyait pas du tout dans les cabinets masculins. Du coup, elle est partie sur un tout autre sujet d'étude, puisque ce n'était pas là-dessus qu'elle souhaitait travailler. Et voilà, donc cette insécurité qui était ressentie par ces femmes ministres les amenait à surdimensionner leur incompétence et à surinvestir dans la préparation de leur discours politique. Et puis, deuxième étude qui est intéressante là-dessus, c'est une étude qui est menée par Dulon et Matonti, justement au Conseil général d'Île-de-France. Et elles analysent les prises de parole des femmes et elles analysent le comportement des femmes et des hommes lorsqu'il y a des prises de parole du sexe opposé. Et elles montrent que pendant que les femmes prennent la parole, et l'une d'entre elles a ce propos en entretien qui est très intéressant, elle dit « Je me méprise quand je ne prends pas la parole et je me méprise quand je la prends parce que ce que je dis est nul. » Et ça, voilà, c'est quelque chose de terrible. Et quand ces femmes politiques montent à la tribune pour prendre la parole, elles observent le comportement de leurs homologues masculins. Et qu'est-ce qu'ils font, les homologues masculins ? Ils se mettent à discuter avec leurs voisins, ils prennent le journal et ils commencent à lire le journal, ou alors ils sortent faire une pause pipi. Donc,
toutes attitudes qui renforcent évidemment l'insécurité de la personne qui parle et qui la convainquent surtout que son propos ne présente aucun intérêt. Enfin, ce que tu dis là, ma fille, non, mais franchement, aucun intérêt. Donc voilà, il y a tout un jeu de rôle qui est mis en place, probablement inconsciemment, et qui convainc les femmes que leurs propos ne sont pas intéressants. Alors, les mots du discours, et on s'arrêtera peut-être là, non? Je sais pas, il est... Encore dur. Bon, je continue. Donc, les mots du discours et les mots du pouvoir ont été confisqués par les hommes. On parle de ténor du barreau, Maître Spinner, que j'évoquais tout à l'heure et qui avait donc coaché Valérie Pécresse avec le succès que l'on a vu, est un ténor du barreau. Que dit-on des femmes? Est-ce qu'on dit que ce sont des sopranos du barreau? En tout cas, l'expression, moi, je ne l'ai jamais entendue. On parle bien d'un tribun, mais la tribune, ce n'est pas le féminin de tribun. On parle bien d'un gouvernant. Comment la gouvernante pourrait-elle concurrencer le gouvernant, hein, avec ses petits-enfants qu'elle tient à la main? Donc là encore, dissymétrie totale. On parle de l'homme public, mais on sait ce qu'est une femme publique. Donc voilà, les mots du pouvoir ont été confisqués par les hommes, et aujourd'hui encore, cette dissymétrie qui reflète une réalité de la vie sociale pendant très longtemps engendre des effets. Elle continue de faire son chemin. Donc les mots sont toujours à la fois reflétants et agissants. Donc les mots du pouvoir ont été confisqués par les hommes. Alors, une petite parenthèse technique, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qu'une voix? Parce qu'en fait, les femmes politiques sont à la fois critiquées pour leur prise de parole et pour leur voix. Hein. Leur voix n'est jamais la bonne. En fait, elles ont toujours une voix, ou alors une voix trop aiguë et elle est complètement hystérique, ou alors une voix complètement audible et on ne l'entend pas. Bref, elles n'ont jamais la bonne voix. Et critiquer une femme pour sa voix, c'est la critiquer parce qu'elle est une femme, parce que la voix, c'est quand même intrinsèquement quelque chose d'incarné. Donc, petite parenthèse technique, qu'est-ce qu'une voix? Alors, une voix, ça se caractérise par une hauteur, un volume, une prosodie, hein, hauteur aiguë grave, volume fort faible, prosodie ascendante descendante, et un rythme. Un rythme, on peut parler effectivement dans certains cas très lentement, ou alors quand on veut passer plus rapidement sur quelque chose, augmenter son rythme. Donc un rythme lent ou rapide. Une voix, c'est aussi de l'organique et du biologique. Bien sûr que la voix que l'on a est tributaire de tout, de tous les organes respiratoires, hein, les poumons, les cordes vocales, la cavité buccale, de la longueur des cordes vocales, de la largeur des cordes vocales. Donc on a bien sûr de l'organique et du biologique qui impactent la voix que l'on va avoir. Cordes vocales qui sont généralement plus courtes chez les femmes et plus fines et plus larges et plus longues chez les hommes. Mais ça, c'est généralement. Hein. Il y a beaucoup de cas dans lesquels ces moyennes sont trompées. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont là que des propositions anatomiques. Et qu'à partir de ces propositions physiologiques, anatomiques, les usages sont extrêmement différents selon les milieux, selon les cultures, selon les zones géographiques. Et ça, je l'ai découvert en faisant des recherches là-dessus. Moi, ça m'a complètement scotché. Donc, on n'a pas la même voix en France et au Japon. Les femmes japonaises parlent avec une voix beaucoup plus aiguë que les femmes françaises. Pourtant, physiologiquement, là, les propositions sont les mêmes. On a alors, qu'est-ce que j'ai noté? Les Américains ont une voix plus grave que les Allemands. Et on change de voix en fonction des circonstances, bien sûr. Donc,
ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on ait à l'esprit. On a des propositions anatomiques et à partir de là, les usages qu'on peut en faire sont extrêmement différents. J'avais un collègue à la fac au Mirail, donc je viens de Toulouse, je crois que tu l'as dit, un collègue angliciste qui avait, quand il parlait en français, un accent du sud-ouest à couper au couteau. On souriait, quoi. C'était vraiment putain compte, c'était quelque chose de terrible. Et un jour, je l'ai entendu discuter dans un contexte anglophone avec ses collègues. Il n'y avait plus d'accent du tout. Et il n'avait plus la même voix non plus. Donc voilà, on a des propositions anatomiques et on a des usages qui font que les choses sont extrêmement diversifiées. Donc des propositions anatomique. Donc, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la voix, c'est du social incorporé. La voix, c'est du social incorporé. Chez les petits-enfants, alors qu'il n'y a pas encore de mue, des cordes vocales, on se rend compte que les petites filles prennent l'habitude de parler très haut et les petits garçons prennent l'habitude de parler plus bas. Non pas parce qu'il y aurait une contrainte anatomique, mais parce qu'ils entendent autour d'eux les hommes parler d'une voix plus grave, les femmes parler d'une voix plus aiguë, et qu'ils imitent pour les uns les hommes et pour les autres les femmes. Donc la voix, c'est du social incorporé. Alors, justement, dans ces configurations sociales, la parole des femmes, comme on l'a vu, a été longtemps marginalisée et parallèlement, les voix aiguës sont dévalorisées. Les voix aiguës sont dévalorisées et c'est sans doute la raison pour laquelle le vocal fry, ça vous dit quelque chose ? Le vocal fry, c'est, vous savez, cette technique qui consiste à parler beaucoup plus grave que sa voix naturelle. On l'entend beaucoup dans les pays anglo-saxons. Well, hi, I absolutely agree with you. Alors, ces voix complètement basses. Donc, ce vocal fry qui nous vient d'outre-Atlantique et qui commence à se répandre en France, on dit qu'il touche 4 fois plus les filles que les garçons. Donc les filles, semble-t-il, éprouvent de plus en plus le besoin de parler grave parce que probablement ça leur permet de s'imposer dans un certain nombre d'espaces où une voix plus aiguë consisterait à les dévaluer. Et il y a un tas d'études qui montrent les bénéfices d'une voix grave dans l'imposition d'une forme d'autorité. Donc vocal fry qui s'étend et qui est évidemment un signal de ce côté-là. Alors, je voudrais terminer en disant que bon, voilà, tout ça c'est très sympa, c'est important de faire le point là-dessus, c'est important de se rendre compte de ce qui se joue quand on prend la parole ou quand on ne prend pas la parole. Mais au-delà du bénéfice intellectuel qu'on a à comprendre comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne comme ça, je voudrais rappeler que s'il est important de prendre la parole, c'est bien sûr parce que la prise de parole est liée à des enjeux de citoyenneté. On prend la parole pour participer au débat public. On prend la parole pour qu'on ne la prenne pas à notre place. Donc les enjeux de citoyenneté liés à la prise de parole sont extrêmement importants. Dire « je » ou dire « nous » quand il s'agit, quand on a notre place dans le débat public, ça évite qu'on parle de nous, ça évite qu'on dise il ou elle, ça évite ce que Benveniste, vous vous souvenez, ce grand linguiste belge, si je ne m'abuse, appelait la non-personne. La troisième personne, c'est la non-personne. Qualifier quelqu'un du « il pense »,« il dit », c'est l'assimiler à la non-personne. Dire « je », c'est être dans le propos, dans l'échange, dans le débat. Donc voilà, la prise de parole est très importante. Elle comprend des enjeux de citoyenneté qui sont absolument majeurs. Alors pourquoi j'ai mis de MeToo à sale pute ? Ah oui. Donc MeToo, dit-on, 2017, a libéré la parole des femmes. On préfère dire qu'elle a libéré l'écoute de la parole des femmes. Donc effectivement, il y a eu un mouvement assez vaste qui a permis aux femmes de prendre davantage la parole, d'être davantage écoutées. Il y a eu notamment sur les réseaux sociaux, il y a eu des podcasts, il y a eu une quantité de choses qui ont permis à une parole qui jusque-là était inaudible ou silenciée de se développer. Le problème, c'est que
ces femmes qui se sont mises à prendre la parole et à être entendues, très vite ont été insultées. Donc MeToo, très rapidement, a engendré le hashtag #sallepute. Et il y a un documentaire très intéressant de deux de vos compatriotes, tu me rappelleras les noms, et Florence Hainaut, que nous avions invité dans l'un de nos séminaires, qui sont absolument remarquables et qui ont fait un travail justement, qui ont rencontré toutes ces femmes qui avaient été présentes sur les réseaux sociaux, dans l'espace public, etc., qui avaient été insultées, harcelées, et qui ont fini, face à ce harcèlement et à ces insultes, qui ont fini par disparaître de l'espace public et de la parole publique, parce que constamment, on les traitait finalement de sales putes. Donc voilà, de MeToo à sales putes. On voit que le trajet est semé d'embûches. Il faut néanmoins continuer de parler, continuer de penser à ces questions, d'être conscient de ces questions. Donc il faut parler quand même pour mettre fin à ce que j'ai appelé la malédiction de la parole des femmes. Et donc ce changement d'appréhension de la parole des femmes ne peut pas se faire sans changement de l'écoute de la parole des femmes. Et il faut aussi que nous soyons éduqués dès notre plus jeune âge à avoir une écoute inclusive, à accepter des voix avec accent, des voix très aiguës, des voix très graves, des voix de toutes sortes, des voix qui sont dans le canon de l'éloquence, des voix qui sont hors du canon de l'éloquence, et se rappeler, comme le disait fort bien Pascal, que la meilleure éloquence consiste à se moquer de l'éloquence. Voilà. On avait dit qu'on allait mettre des chaises là. On se fait là, ça marche. On a besoin d'un micro. On a des voix qui portent. On parle fort là, hein, vous allez nous entendre. Je vais juste éteindre l'enregistrement. T'as un deuxième micro, c'est comme